Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC. Indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14 h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20 h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, bienvenue à votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principales matières d'exportation du pays, le panel de la ménagère et un invité pour commenter un sujet de l'actualité économique. Commençons par le taux de change. Béro Matanda, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui franc-congolais principal devises étrangères? La parité franc-congolais principal devises étrangères à l'indicatif se présente comme suit. $1 américain vaut 2589,9269 francs congolais. 1 euro équivaut à 2747,5413 francs congolais. 1 franc CFA égale à 4,1886 francs congolais. Et 1 rand sud-africain vaut 104,5409 francs congolais. Eric, au marché parallèle, $1 américain équivaut à 2595 francs congolais, 1 euro équivaut à 2600 francs congolais, 1 franc CFA vaut 3,6 francs congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? Voici le cours des matières premières. La tonne du cuivre a enregistré encore une hausse. Elle coûte 8029,80 $ américains contre 7900,25 $ américains la semaine dernière. Eric, le coût de la tonne du cobalt a enregistré aussi une hausse. Il coûte 32 990 $ américains contre 32 980 $ américains. L'once d'or est vendue à partir de 1982,52 $ américains contre 1980,50 $ américains la semaine passée. Le baril du pétrole revient à 81,31 $ américains contre 85,25 $ américains il y a une semaine. Et enfin, une tonne de cacao est vendue à partir de 3817 $ américains contre 3729 $ américains la semaine dernière. Merci Béro Matanda, on vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. Difficile le développement de la RDC, les provinces ne sont pas interconnectées, les échanges sont donc difficiles. Il faut en fait les sortir de l'isolement. Comment y arriver? On en parle avec le ministre des Transports et Voies de Communication, Monsieur Marc Ekila, bonjour. Bonjour Eric. Si on parle aujourd'hui de désenclavement, quelle est la définition simple que vous pouvez donner par rapport à cette question désenclavement? Merci d'abord pour nous avoir donné l'opportunité finalement de faire cette émission aujourd'hui avec vous. C'est une émission qu'on devait faire il y a des mois, des jours, des semaines passées. Finalement, le temps le permet aujourd'hui. Donc, pour revenir à votre question, le désenclavement, le plus simplement du monde, c'est l'action pour le gouvernement d'envisager de connecter plusieurs territoires du pays. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des coins de notre pays qui sont très reculés. Il est difficile d'y accéder. Donc, nous voulons seulement au niveau du gouvernement régler la question d'accessibilité. Et résoudre l'accessibilité, il y a plusieurs moyens parce que nous avons plusieurs moyens de transport. Et dans notre pays, j'aime toujours le rappeler que le pays, pour l'extérieur, il s'est mis enclavé. Et à l'intérieur, je dirais même qu'il est enclavé. Alors, nous avons un mode de transport qui est généralement une multimodalité. Donc, pour désenclaver notre pays aujourd'hui, il faut mettre tous ces modes de transport en branle pour y arriver. On parlera justement de cette multimodalité. Désenclavement de la RDC, ça passe, on va commencer point par point, notamment par la construction, réhabilitation des chemins de fer. Dans quel état se trouvent les chemins de fer de la RDC? Le chemin de fer de la RDC aujourd'hui, d'abord avant de répondre, pour la petite histoire, il faut dire que le chemin de fer dans notre pays a été construit bien avant l'indépendance de notre pays. Si je prends le cas de chemin de fer, il est plus connu, Kinshasa-Matadi, il a été construit entre 1900 et 1908. Si je prends le cas du chemin de fer de là où j'étais dernièrement dans le Bas-Ouélé, parce que j'aime bien ces chemins de fer-là, il a été construit entre 1921 et 1927. Plus de 100 ans après, ça ne peut être que dans un état de délabrement très avancé. C'est le chemin de fer aujourd'hui qui a beaucoup perdu dans sa commercialité et dans sa compétitivité. Mais il est mis en place un plan de redressement du chemin de fer de notre pays en général. Et le chemin de fer dans notre pays
représente à peu près 5003 km. Et sur les 5003 km, il y a plus de 3500 qui sont vraiment dans un état de délabrement, qui sont soit à réhabiliter, soit à moderniser, soit carrément à construire. Parce que nous avons des coins, il y a des tracés de chemins de fer, mais les chemins de fer n'ont jamais été construits. Et à cela s'ajoute la problématique des nouvelles provinces. Comme j'aime bien de le dire depuis un certain temps, aujourd'hui nous avons 26 provinces. Donc il y a des coins qui nécessiteront, par les études que nous avons déjà lancées, les tracés de chemins de fer pour justement rencontrer votre première question, arriver à ces désenclavements-là. Vous avez parlé des segments qui sont soit en bon état, qui ne sont pas en bon état. Comment faire pour réhabiliter tout ça? Au moment où je parle, il y avait quand même 4 ou 5 sautés de chemin de fer avec le matériel existant, mais aujourd'hui, nous sommes restés avec 3. Dans la partie ouest, nous avons l'Onatra qui relie Kinshasa à Matadi. Nous avons le chemin de fer qui prend la partie est de notre pays avec la SNCC. Et nous avons le chemin de fer avec la partie nord de notre pays qui aujourd'hui n'est plus chemin de fer que de nom. Il est dans un état de délabrement très avancé. C'est la société de chemin de fer où est le fleuve qui desservait la partie nord. Et pour revenir à votre question, nous, dès que nous sommes arrivés au ministère, nous avons pensé qu'il y a intérêt non seulement à réhabiliter, mais aussi à moderniser, mais aussi et surtout à trouver carrément de nouveaux tracés de chemin de fer pour mettre en place une nouvelle cartographie ferroviaire. Voilà pourquoi je suis en train d'effectuer depuis un certain temps un certain nombre de sorties à l'extérieur pour trouver des partenaires en vue de nous aider. Et j'ai même envisagé avec des partenaires chinois, parce que le chef de l'État, comme vous le savez, venait d'inaugurer la zone économique spéciale de Maluku. Mais nous aurons nécessité de relier la ville de Kinshasa à Banana, parce que Banana, nous sommes en train de construire un port en eau profonde. Donc il faut relier les deux points. Vous serez d'accord avec moi, aujourd'hui la route a démontré ses limites. Et face au chemin de fer, la route ne peut pas faire le poids. Donc c'est la plus grande partie des charges doit être prise par le chemin de fer. Voilà pourquoi, par exemple, dans ces registres-là, nous sommes en train d'envisager d'abord le tracé et ensuite la construction d'un chemin de fer Maluku-Banana, juste à titre d'indication. Mais combien de voies déjà réhabilitées à ce jour? Mais bon, la réhabilitation jusque-là, elle est encore trop faible parce que nous sommes plutôt dans des partenariats avec des partenaires sérieux qui vont mettre leurs moyens. D'abord, ce qui est déjà acquis, c'est sur l'axe Kinshasa-Matadi, c'est acquis. Et récemment, nous avons contacté les partenaires chinois qui sont d'accord avec nous pour déterrer et en construire de nouveau. La partie nord, le chemin de fer de la société où est le fleuve qui part de Mungwere jusqu'à Bumba dans la province, qui traverse 3 provinces. Récemment, j'ai accompagné 4 jours, je crois. Je revenais de Bruxelles où notre pays fait partie du corridor de Lobito pour la relance du chemin de fer qui relie la Zambie, l'Angola et la République démocratique du Congo. Et dans ces tronçons-là, nous avons une distance de 427 km qui devra être réhabilitée. Mais nous sommes en partenariat avec les États-Unis et l'Union européenne. Il y a aussi la SNCC qui est sur fonds propres. Et nous essayons de l'encadrer pour aménager certaines zones critiques du chemin de fer. Sauf erreur de ma part, je crois que nous avons déjà réalisé c'est trop faible, mais c'est déjà le début de quelque chose, près de 20 km qui sont déjà réalisés. On a appris également qu'il y avait un accord avec les Allemands pour la construction du chemin de fer au Congo. Je crois que c'est avec le consortium allemand CRD. Cet accord-là est tombé caduc parce qu'il y avait un certain nombre de conditions suspensives qui n'ont pas pu être réunies. Et c'est plus depuis la fin du mois de mars que cette convention-là est tombée caduque. Donc nous, la République démocratique du Congo, nous avons repris notre liberté de nous engager avec d'autres partenaires pour relancer le chemin de fer. Pour le moment, le partenaire idéal, c'est la Chine. Même aujourd'hui, personne ne peut mettre la montée de la Chine en question. Aujourd'hui, la Chine, elle est comptée. Je n'ai pas dit les partenaires, mais le pays est ouvert. Vous savez, dans notre pays, il y a une loi sur le partenariat public-privé. Il y a une loi sur la convention de collaboration. Vous savez qu'on ne peut pas non plus développer un État avec le budget de l'État. Je reviens d'un très long périple chinois, là où j'ai contacté plusieurs partenaires, je dirais, sérieux et crédibles. J'ai visité les installations, j'ai vu leur savoir-faire et les discussions sont très avancées en cours. Je crois que dans les jours qui viennent, je vais peut-être vous donner carrément les conclusions qui viennent. Mais au moment où je vous parle, il y a déjà un partenaire important qui est la société Yanpeng, qui est une des meilleures sociétés chinoises sur la question de chemin de fer, qui a signé déjà
un mémorandum d'entente avec nous, notamment sur le chemin de fer qui alimente la partie nord de notre pays. Est-ce que vous avez déjà essayé d'évaluer un peu combien il faudrait, par exemple, pour rénover ou construire le réseau ferroviaire? Construire le réseau ferroviaire, c'est d'abord... C'est plusieurs choses à la fois. Il faut d'abord commencer par les études de faisabilité. Je nous conseillerais de nous abstenir d'avancer les chiffres de manière hasardeuse, mais noter qu'il y a une ferme volonté de relancer ce secteur-là très important. Donc, bientôt, Kinshasa Matadi par voie ferroviaire, ce sera possible? Non, il y a un partenaire important, Arise pour ne pas le citer, qui est en collaboration avec l'ONATRA, qui est dans une logique de réhabilitation et de modernisation. Il y a tout un business plan qui a déjà été présenté et nous avons un dossier confié sous décision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le dossier est confié au COPIREP pour finaliser le dernier montage. Donc je crois que nous allons insister. Donc nous sommes tous tenus aux conclusions que le COPIREP va nous présenter. Et aussi, le chef de l'État a demandé à moi-même et à mon collègue des infrastructures de pouvoir examiner d'autres possibilités pour de nouveaux tracés et des routes et des chemins de fer, rien que dans la partie ouest. Et nous-mêmes, nous sommes tombés avec des partenaires, toujours chinois pour ne pas les citer, qui sont d'accord de doter la République démocratique d'abord des études pour de nouveaux tracés de chemins de fer et Kinshasa-Matadi, outre les tracés qui existent, mais parce qu'aujourd'hui, le chemin de fer est demeuré rectiligne. Chez nous, si vous regardez, nous avons beaucoup de courbes. Et des courbes, ça a toujours une incidence sur la commercialité, sur la vitesse et même sur le poids à l'essuyer, parce que nous avons un chemin de fer qui est là, qui n'est pas standard. Passons à la voie fluviale, lacustre et maritime, donc l'ISO, qui peut faciliter aussi le désenclavement, mais problème, balisage. Oui, nous avons notre boulevard naturel, qui est le fleuve Congo, le majestueux fleuve Congo. Le problème de balisage, je crois, mon humble avis a été résolu tant soit peu. Parce que dès son avènement au pouvoir, le président de la République a doté la RVF de 2 baliseurs qui sont opérationnels au moment où je vous parle. Au moment où je vous parle, nous sommes en train de préparer l'opération de balisage pour le mois qui va commencer au mois de décembre. Mais ce qui est vrai, je vais être d'accord avec vous, nous devons maintenant réfléchir pour assurer le balisage régulier. J'ai longuement discuté avec le DG de la RVF. Il faut doter la RVF de canons et puis changer la politique. Là, nous sommes en train de discuter pour tous ces indicateurs-là occasionnels, le recruter comme le personnel se trouvant dans différents points pour que le personnel qui est chargé d'assurer le balisage ne provienne pas que de la ville de Kinshasa. La RVF, vous savez que non, la RVF, au moment où je parle, non, il fait figure des parents pauvres sous certains aspects, mais le matériel, il a l'outil. Nous avons des canons rapides qui sont postés justement pour exécuter ces devoirs-là. Le balisage régulier va commencer quand? Le balisage, nous sommes dans un vaste programme. Donc en fait, quand je dis le balisage régulier, l'idée c'est que les baliseurs ne viennent pas forcément de Kinshasa. Il faut multiplier les points de sorte que ça doit être assuré régulièrement. On en vient aux embarcations. Pourquoi ces multiples naufrages? C'est un chapitre triste que vous venez d'ouvrir là. Parce que rien que le mois passé, nous avons connu 3 cas de naufrage. Malheureusement, une fois de plus, avec des embarcations ou dites baleinières en bois, qui nous posent quand même un certain nombre de problèmes. Mais nous-mêmes, avec notre avènement ici au ministère des Transports, nous avons pris la mesure de la question et nous avons déjà commencé beaucoup de préalables qui a connu son point culminant le 10 septembre, là où j'ai décidé de réunir les exploitants qui sont regroupés au sein de la FEC et l'Union congolaise des exploitants des baleinières en bois, je crois que c'est ça l'association. UCAB et puis d'autres, et mon administration pour réfléchir sur la question. De commun accord, nous avons fait l'état des lieux ensemble. Et le 12 septembre de cette année, nous avons lancé une vaste opération de contrôle d'identification et des unités flottantes et du personnel. Et les premières conclusions m'ont été présentées aujourd'hui. Et j'ai présenté ça partiellement. Et le constat est quand même amer. Le constat est amer. Et le constat? Le constat est amer. Les naufrages sont d'abord dus... Quand je dis le constat est amer, c'est en termes de personnes décédées. Et ces embarcations-là en bois sont à elles-mêmes responsables de 88% d'accidents. Et on dénombre à peu près plus de 400 décédés lors de ces naufrages-là. Et pour dire qu'il n'y a personne pour taper du poing sur la table, je suis en train de vous dire
que nous avons tapé de poing sur la table et le président de la République l'a relayé lors de la 115e réunion du Conseil des ministres. Nous avons pris les mesures que nous avons initiées à notre niveau et d'autres recommandations nous faites par son Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'occasion de sa communication, notamment l'obligation pour tous les armateurs de souscrire une assurance et responsabilité civile. Nous avons rappelé les dispositions qui existent malheureusement qui ne sont pas respectées. Et pour revenir un peu, pour dire c'est aussi l'incivisme de nos concitoyens, que ce soit les passagers, que ce soit les armateurs, que ce soit les services. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut respecter le tonnage. Les embarcations en bois particulièrement ne peuvent pas quitter le quai la nuit et ne peuvent pas naviguer sans feu de positionnement. Mais qu'est-ce que nous constatons? Vous allez constater que la plupart de toutes ces embarcations-là quittent le quai la nuit. Et comment on y arrive? Malheureusement, c'est avec la complicité de certains services opérant aux frontières pendant la nuit. Et comme ça, Fulbert ne sont pas au courant. Mais la nuit... Même la nuit, même à la maison, il n'est pas au courant. Nous avons un horaire de travail qui réglemente le travail de 8h à 16h. Et la nuit, il y a des services qui sont censés être... Il n'y a personne pour informer le commissaire fluvial qu'il y a un bateau qui a quitté la nuit? Je parle de la complicité, et la complicité a tout son sens. Et comme ça, Fulbert aussi sont... Non, il a déjà quitté le quai le soir. Je n'ai pas dit qu'il est irresponsable. Voilà pourquoi, à notre niveau, à l'issue du naufrage qui s'est déroulé dernièrement dans la ville de Mbandaka, une fois de plus, nous avons pris des dispositions avec ma collègue, la ministre d'État à la Justice, pour que, quand même, cette fois-ci, les responsabilités soient établies. Et même un dossier judiciaire a été ouvert, où les gens ont été poursuivis. Malheureusement, pour ces cas-là, les gérants et les propriétaires étaient en fuite, mais il y a eu quand même des préposés de l'État qui ont été mis à l'arrestation. Nous allons suivre les dossiers. Vous savez que chez nous, l'exécutif ne peut pas se mixer sur les procédures. Nous respectons la Constitution, mais nous attendons quand même. Nous avons pris la précaution pour que, du moins, outre le fait que les armateurs puissent être tenus pour civilement responsables, c'est la règle la plus simple, mais aussi qu'on puisse voir dans quelle mesure leur soient appliquées les dispositions du Code pénal relatifs à l'homicide, on appelle ça homicide prétéré intentionnel, c'est-à-dire homicide involontaire, c'est-à-dire donner la mort sans l'intention de la donner. Okay. Et aussi, il m'a été présenté aujourd'hui un rapport à mi-parcours sur les unités flottantes des embarcations en bois qui opèrent dans la ville de Kinshasa. Sur une échantillon de 162, il y a au moins 102 qui opèrent sans titre. J'allais même dire ni droit. Parce que quand vous n'avez pas les titres réguliers, vous ne pouvez pas flotter sur le flot. Vous ne pouvez pas exercer votre activité. Mais comment ils opéraient, ces gens? Et comme ça, Fulbert les laisser naviguer? Ben oui. Voilà pourquoi nous avons décidé de... Je vous ai parlé d'une complicité connexe. Là, je ne dirais pas seulement le commissaire Fulbert, mais je dirais l'administration du transport, pour ne pas indexer les gens, à sa part de responsabilité. Les services postés à la frontière ont leur part de responsabilité. Et les armateurs aussi, c'est-à-dire les gérants et les commandants aussi, ils ont leur part de responsabilité. Donc aujourd'hui, nous avons pris la mesure de suspendre au moins 102 embarcations en bois qui n'ont pas de titre, et dont même les personnels navigants n'ont ni titre, qui attestent qu'ils peuvent exercer ces métiers-là, ou soit qu'ils l'ont, mais les titres, la période déjà dépassée. Et mais donc nous avons également suspendu le personnel pour leur demander de régulariser leurs documents. Et il vous souviendra que j'avais dit que cela a été cristallisé par l'instruction que j'ai donnée au secrétaire général des pandémies circulaires, mais je vais formaliser moi-même par arrêté aujourd'hui. Toute embarcation en bois de plus de 5 ans ne peut plus œuvrer ou opérer sur exercer ses activités en République démocratique du Congo, tout simplement parce que d'abord c'est en bois, et puis ils sont soumis chaque 3 ans au contrôle. Ici, il ne s'agit pas d'un acharnement avec les comptes de nos hommes, mais nous voulons plutôt crédibiliser, fiabiliser ces embarcations. Je serais heureux, par exemple, Eric Mbago, si tu veux voyager, tu dis que tu peux prendre une embarcation en bois. C'est ça l'idée qu'il y a derrière. Et les embarcations avec coque en acier Non, il y en a aussi, ceux qui sont soumis, merci pour la question d'ailleurs. Et elles sont toutes soumises à l'obligation de contrôle une fois après 3 ans. Nous en avons aussi interdites quelques-unes. Je crois que c'est 20 ou 30 qui sont interdites là, juste parce qu'ils ont encore l'âge requis, mais n'ont pas procédé au contrôle une fois tous les 3 ans. Mais dans l'entretemps, nous allons réfléchir comment progressivement, au niveau du gouvernement, mettre fin finalement à cette affaire-là des embarcations en bois. Et il y a des pourparlers sont encore avec des partenaires, mais comme ils ne sont pas encore consolidés, donc j'ai mes réserves de le dire, mais ce sera une sorte d'opération un peu comme ce qu'on a eu dans la ville de Kinshasa ici, donc
esprit de vie, contre le bis. C'est dans ce genre-là, mais nous avons lancé la réflexion aujourd'hui avec les opérateurs de ces secteurs-là. Donc nous allons voir à quoi. Mais il y a déjà un partenaire international qui nous a proposé cela, mais nous attendons ces propositions les plus concrètes pour qu'au moment opportun, nous puissions en parler au Conseil et que le Conseil puisse nous donner les orientations. Quand je dis le Conseil, c'est le Conseil des ministres qui puisse nous donner des orientations et ses observations pour avancer dans ces chapitres-là. Mais du moins, on y pense déjà. En ce qui concerne la sécurité au niveau du port, vous avez relevé ici le fait que les éléments de la force navale sont complices, ou même de la DGM sont complices. Quelle sera la solution pour éradiquer ce phénomène? Mais ce qu'il faut faire, nous allons responsabiliser. Moi, je pense que la responsabilité commence d'abord par sensibiliser. Donc d'abord, il faut leur faire voir qu'ils sont commis à la frontière pour surveiller la frontière et qu'ils n'ont pas de rapport direct avec le mouvement de ces embarcations en bois. Ça, c'est de 1. Il faut leur faire voir également que la nuit, ils ont plutôt l'obligation d'interpeller surtout ces embarcations en bois-là qui sont interdites de naviguer de nuit. Je ne suis pas en train de jeter de l'opprobre sur nos services, non. Ils font du bon travail, mais seulement, je n'ai pas dit que c'est tout le service, je n'ai pas dit que c'est quelques éléments. Parlons de lignes maritimes congolaises, plus de bateaux. Est-ce que vous y pensez? C'est un de nos grands chantiers. Je ne suis pas en train de me dérober de la responsabilité en termes de continuité de service. Je ne suis pas en train de m'y dérober. Mais seulement, je voudrais également aussi mettre un accent sur ce que moi j'entreprends depuis mon avènement au ministère des Transports. Ce n'est que justice. Et le pays a été confronté, peut-être vous ne le savez pas, nous sommes confrontés à un problème de piratage très sérieux. Et la première démarche pour nous a constitué à signer le mémorandum d'Abuja qui permettra au pays d'être sécurisé par la police maritime de l'Omaok. Ça, nous l'avons fait et nous avons déposé les instruments. Je vais vous inviter, quand on viendra me remettre la plaque démontrant que le pays a adhéré à cette charte-là. C'est un pas important. De deux, j'ai approché les LMC, les lignes maritimes congolaises, qui m'ont présenté, ce sont les lignes maritimes, qui m'ont présenté leur plan d'action annuel. Et là-dedans, il y avait la nécessité d'acquérir 5 navires. Et je vous assure que depuis que je suis là, j'y ai travaillé et j'y travaille comme vous n'avez aucune idée. Lors de mon récent séjour en Chine, j'ai rencontré les partenaires. Là, je peux citer parce que ce sont les choses qui sont en train de prendre corps. La société chinoise On Glory, qui est dans l'exploitation maritime, qui dispose de ports, qui dispose de navires de haute mer, qui est prêt à signer avec la République démocratique du Congo en faveur du LMC, des accords de partenariat, et aussi à mettre à la disposition de LMC les bateaux pour exploiter les leasing. Hier, j'étais avec le DG de LMC ici, j'étais avec lui. Nous avons parlé de 5 bateaux, mais pour les spécifications, j'ai demandé à l'équipe de LMC de descendre sur place pour voir les spécificités techniques. Je veux que cela se conclue le plus rapidement possible. Ces navires-là vont battre pavillon congolais. Ces navires vont arriver quand? L'année prochaine ou plus tard? La semaine passée, j'étais en Chine. J'ai vu de mes propres yeux ces navires-là. Et maintenant, c'est aux techniciens de LMC de descendre. C'est depuis 1990 qu'on ne parle pas de ces choses dans notre pays. Alors, on reste toujours dans ce secteur des eaux. On parle des ports. D'abord, vous avez déjà effleuré ce sujet, le port de Badana, le port en eau profonde. Où en est-on avec les travaux du port en eau profonde? Moi, j'ai visité et je vous assure que les travaux s'effectuent. On fait quoi exactement aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais parler simplement. L'émir soutènement du quai, je vais parler simplement, qui d'une hauteur de 1789 mètres a déjà été fait. 1789 mètres a déjà été fait, fini. Il s'est posé le problème de délocalisation d'une école qui est juste dans l'enceinte du site et aussi de la délocalisation du camp militaire qui est à côté. Au moment où je vous parle, toutes les dispositions sont prises pour que cette phase-là soit réalisée. Quand vous dites toutes les dispositions sont prises, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut mettre de l'argent, travailler. Je vous dis que c'est déjà prêt. Je vous l'ai dit. Et puis de deux, aujourd'hui, nous sommes passés à la phase où il faut recruter un constructeur indépendant. Les partenaires d'IPO à travailler sérieusement parce qu'il y a une commission qui travaille, un bureau de coordination de port en eau profonde qui travaille, où les ministères impliqués travaillent et échangent des informations. Au moment où nous sommes en train maintenant de préparer les sites devant abriter le quai 1, parce que le port en eau profonde doit avoir 4 quais. Et chaque quai est prévu d'être construit pour une durée de 2 ans. Et nous sommes encore
dans les délais. C'est un grand projet, ça va nous permettre aujourd'hui de faire face à tous nos voisins, à faire concurrence loyale à tous nos pays voisins. Aujourd'hui, les grands navires de mer ne peuvent pas accéder chez nous. Il faut qu'ils s'aillent des côtés là où vous connaissez, on décharge, et puis ça va venir vers les ports de Matam. Des travaux d'ensablement, parce que là, la profondeur, là, c'est 4 mètres. Les travaux pour descendre à 17 mètres vont commencer bientôt. C'est un port qu'on est en train de construire, un port en eau profonde. On a désintéressé tous les occupants qui étaient à gauche, à droite. Mais il y avait un problème d'expropriation qui est déjà résolu, à quelques exceptions près, qui est résolu par mon collègue des affaires foncières, la question est réglée. La question des délocalisations du camp militaire est gérée par mon aîné, le ministre, le VPM à la Défense. Il y avait cette polémique, Pont-Routrail, port en eau profonde. Le Pont-Routrail, on a bloqué pour laisser évoluer les travaux du port de Banana. Bloquer, c'est trop dire. Il n'y a pas de blocage là-dessus. On a considéré les travaux des ports profonds en eau comme un préalable. Un préalable, ça signifie ce qui doit être fait avant. Et puis de deux, ça c'est sur le plan technique. Mais sur le plan financier, il y a aujourd'hui des difficultés d'ordre juridique. Quel est le texte qu'il faut? Parce que ces travaux-là sont accompagnés par une sous-unité de la Banque africaine de développement qu'on appelle Africa 50, qui est comme développeur. Voilà, c'est le terme que j'ai cherché. Et Africa 50 qui est animé par mon ami Kader, c'est mon ami. S'il va suivre cette émission, je lui dis bonjour. Et donc, il y a un problème de savoir quelle est la loi appliquée par rapport du côté du Congo-Brazzaville, du côté de Kinshasa. Il y a un problème de texte sur un aspect important qu'il faut résoudre. Non seulement que c'est un préalable, non seulement que la partie congolaise, c'est-à-dire RD congolaise, doit vider le préalable, ce qui n'est que... Mais import, c'est une question de souveraineté. Nous parlons de questions de souveraineté. Réglons d'abord cette question-là et ensuite nous allons finaliser le débat avec notre développeur qui doit lever les fonds. J'ai parlé avec Kader il y a quelques jours où les fonds n'étaient pas encore entièrement levés. C'est le premier grand projet PPP en Afrique qui doit être appliqué entre deux pays. Nous allons appliquer le PPP de quel pays? Sinon, nous avons une loi sur les PPP. Au Congo-Brazzaville, ils ont une loi sur... Nous allons appliquer là. Nous allons avoir et les ports en eau profonde et les ponts Routrail qui les tracés comptés, c'est vers Kinkole là, vers Télé là-bas. L'endroit est connu, c'est déterminé, c'est pas un secret. Monsieur le ministre, le port de Maluku sera totalement bouclé quand? Le port de Maluku, nous avons... Merci de poser la question. Merci de poser la question. Le port de Maluku, nous avons signé avec toutes les sociétés chinoises. Là, les noms se ressemblent. Je crois que c'est 4C. Nous attendons le mécanisme qui suit, c'est-à-dire la mise à disposition des frais aux partenaires qui devra construire. Et puis, bon, sur le qui va mettre à disposition les frais, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement, oui. C'est le gouvernement. C'est combien qu'il faut mettre à disposition? Jusque-là, je crois qu'il s'agissait d'un montant de 14 millions de dollars. Si ma mémoire ne me trahit pas, ça doit être 14. Mais pourquoi ça traîne Vous connaissez la procédure. Il faut que le ministre des Transports puisse, comment on appelle ça, engager. Nous allons au budget, il faut qu'on nous fasse un DTO. Nous allons aux finances, il faut qu'on nous fasse un OPI. Nous arrivons à la Banque centrale et ainsi de suite. Et vérifier aussi. Les partenaires ont aussi l'obligation de pouvoir aussi reverser au Trésor le 3%. C'est toute cette procédure-là qu'on est en train de suivre. Mais c'est une procédure très importante, comme je disais, parce qu'au niveau de la zone économique spéciale, nous avons pensé pour l'évacuation des produits, nous avons anticipé, avant même l'inauguration de la zone économique par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, nous avions anticipé sur cette question-là. Et tout à l'heure, je vous ai dit que nous avons également réfléchi, comme ministère des Transports, sur la nécessité d'avoir une nouvelle ligne de chemin de fer Kinshasa-Maluku, c'est pour permettre, donner plus de viabilité à cette zone économique spéciale, qui est déjà une particularité, qui a fait autant d'années pour démarrer. Tu seras d'accord avec moi. Les ports privés légaux devaient fermer, mais ces ports sont toujours opérationnels. Pourquoi ? Mais tout ce que je sais sur la question, c'est que la commission siège. La commission est présidée par le ministère de l'Intérieur et nous attendons les conclusions qui vont tomber. Parce que nous avons eu effectivement beaucoup de recommandations venant de la présidence de la République. Toutes les recommandations ont été versées dans la commission. Nous avons eu quelques recommandations de la primature. Moi-même, personnellement, vous savez que j'étais vice-ministre dans ce ministère. À son temps, j'ai eu à recevoir le syndicaliste de l'ONATRA qui était chaud sur le... Nous avons longuement discuté sur la question et nous attendons les conclusions qui vont en sortir. Le transport routier n'est pas très développé. Seulement une compagnie de transport, Transco. Pour quelle raison?
Je ne sais pas si la réponse doit se présenter en termes de multiplication des services de l'État devant s'occuper des transports ou bien d'assurer la mobilité. Je ne sais pas en quel terme le débat doit être. Pour moi, il doit se poser tout simplement en termes d'assurer la mobilité. En réalité, comme vous le savez, nous avons opté dans notre pays, nous avons Transco. Nous avons Transco qui assure les transports, je ne dirais plus des Quinoises et des Quinois, mais je dirais des Congolaises et des Congolais. Et au moment où je vous parle, il y a déjà 12 provinces qui sont desservies. Il y a d'autres qui sont dans le pipeline. Mais aussi, toujours dans les transports routiers, nous avons hérité d'un programme aussi, Esprit de Vie, qui, malheureusement, la gestion n'était pas orthodoxe. Ou même, je ne dirais même pas de la gestion. Les mécanismes devant sécuriser les renouvellements du charroi n'avaient pas été orthodoxes. Nous avons fait l'essentiel. Nous avons mis là-dedans des mécanismes de sûreté qui permettraient à ce programme-là gouvernemental Esprit de Vie de pouvoir procéder à de bons recouvrements forcés ou volontaires parce que le mécanisme n'existait pas. Et nous avons instauré des mécanismes de sûreté là-dedans. Et je vous annonce qu'il y a une semaine passée, mon collègue de finances a saisi. D'ailleurs, je tiens l'occasion pour la remercier. Il avait beaucoup de dossiers, mais finalement, il a libéré ces dossiers-là. Je l'en remercie par la voie des ondes. Et donc, il a saisi les DG de la DGDA pour nous permettre l'enlèvement d'urgence de 280 bus Esprit de Vie qui sont déjà arrivés à Matadi. Nous allons bientôt procéder à toutes les formalités pour que nous puissions, sous le nouveau format, procéder, n'est-ce pas, à cette opération-là d'acquisition. Il ne faut pas oublier que le programme Esprit de Vie contribue à la création d'une classe moyenne chère au chef de l'État. Il faudra des garanties désormais pour bénéficier de ces... Mais Eric, comment tu peux expliquer un bus Esprit de Vie, on m'a dit, qui coûtait 52 000 $. Tu vas à la coordination, tu donnes seulement 5 000 $. Tu passes par une association, tu donnes 5 000 $, tu payes à l'association, pas moins 100 $ de frais, et puis tu prends le bus et tu pars terminé. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les débiteurs doivent aujourd'hui 22 millions au programme Esprit de Vie. Vous imaginez ce que 22 millions peuvent faire. Mais là, nous avons instauré les mécanismes de paiement. Mais le mécanisme de recouvrement qui était là avant, c'était trop faible. Nous avons mis en place une commission qui va s'en occuper. J'ai changé avec le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, pour voir comment, avec l'accompagnement du ministère des Finances, nous serons en mesure de recouvrer, parce que c'est l'argent du Trésor qui devons recouvrer ça. Mais nous avons dit cette fois-ci, avant de procéder à l'opération d'acquisition d'octroi de bus, quand j'ai dit octroi, c'est pas gratuit, des bus aux nouveaux acquéreurs, mais la personne doit nous garantir. Est-ce qu'elle a des fonds à garantir? Elle a des fonds à banque? Est-ce qu'elle a un titre de propriété? Est-ce que des choses comme ça? De sorte que si, à échéance, la personne n'arrivait pas à s'acquitter de ses obligations, nous sommes en mesure soit de procéder à la saisie de son argent en banque, soit de vendre, c'est prévu, ce sont des mécanismes qui sont prévus par la loi, de vendre sa parcelle, de récupérer ce qui est dû. C'est ce que le FPI fait, de récupérer les dus et puis lui retourner la différence. Mais voilà ce que nous venons d'instaurer. Mais la réalité, certains acquéreurs ont dit qu'ils ont été incapables parce qu'il y a eu à un moment donné la révision à la hausse du prix du carburant à la pompe. L'engagement reste l'engagement. Pour nous qui avons eu le bonheur de faire le droit, le contrat est régi par des règles. Bien entendu, je me demande, moi j'ai la liste de 688 acquéreurs. 688 acquéreurs. Combien ont remboursé? Même pas un dixième. Il n'y a pas de mesures contraignantes contre... Mais j'ai dit qu'il n'y avait pas ces mesures-là. Voilà pourquoi la structure ne pouvait pas bien fonctionner. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous visons, Eric? Nous visons à ce que la structure soit à mesure elle-même de se reconstituer son stock. Ce n'est pas chaque fois que le ministre des Transports doit écrire à son collègue des Finances pour débourser de l'argent. C'est pas sérieux. Il faudrait que la structure soit à mesure de renouveler son stock elle-même. Mais comment elle va renouveler son stock? Elle va renouveler son stock justement lorsqu'il y a des bons mécanismes de recouvrement de ces crédits-là. Ce qui a fait défaut depuis ce que je suis en train de vous dire. Nous avons tant soit peu essayé de mettre tous ces mécanismes-là pour que la structure soit à mesure. J'ai eu des échanges sérieux et approfondis avec mon collègue de finances là-dessus. Il en est de même aujourd'hui, nous sommes en train de travailler, je peux anticiper, même pour Transco. C'est vrai que c'est un établissement public. C'est vrai qu'il est là pour l'intérêt général de l'État. Mais il faudrait qu'à un moment, Transco, tout comme Transacademia, soit à mesure lui-même de ne pas renouveler peut-être tout son charroi, mais néanmoins de pouvoir être à mesure de s'acheter ne fût-ce que 5 ou 10 bus lui-même, ainsi progressivement. C'est ce que nous devons voir aujourd'hui, ce que nous devons viser. Il était prévu également des montages de ces bus ici sur place. Les montages de ces bus-là sont effectifs, n'en déplaise aux détracteurs, aux gens qui n'aiment pas leur République. Je vais réceptionner le 15 premiers bus montés. Vraiment, les gens doivent apprendre à aimer la République. Et ça, c'est pour la première fois
que la République signe un contrat et les bus doivent être montés. Vous savez comment la République gagne. Et puis, je signale, nous sommes dans le secteur routier, nous devons parler de Transacadémia. Transacadémia, c'est une première expérience. Vraiment, la volonté exprimée du chef de l'État de doter la population excédentaire d'un mode de transport dédié. C'était pas une mesure populiste. Quand vous voulez transporter votre population, c'est populiste. Pourquoi Transco n'est pas populiste? Mais lorsqu'on ne prévoit pas, non, je pose les salaires, on ne prévoit pas les salaires je pose la ceux qui travaillent là-bas. Pourquoi Transco n'est pas populiste? C'est seulement... Non, écoutez... Mais Transco est en difficulté avec son prix de 500 francs. Et ça ne permet pas forcément à l'équipe de gestion de bien faire son travail. Ça, c'est un débat interne à Transco. Mais je vais vous dire que j'ai dirigé personnellement une réunion extraordinaire de Transco. Nous avons abordé ces questions-là. J'ai donné les directives. J'attends le retour du dossier et peut-être nous allons faire... je vais mettre à votre disposition les éléments en retour qui vont concourir tant soit peu à résoudre cette question-là. Et j'ai parlé de Transacadémia. Et Transacadémia, il faut noter que nous avons élargi les champs d'action de Transacadémia. J'ai instruit les DG de Transacadémia d'ouvrir cette société-là aussi aux élèves. Et Transacadémia va également s'occuper des transports des élèves. C'est ça quand? Je vous ai dit que j'ai déjà instruit. Hier, j'étais avec le DG Georges Ongelo au téléphone. Il m'a dit que les premiers contacts sont déjà pris avec les collèges Boboto. Mais je lui ai donné également de nouvelles orientations. Vous allez voir ça. Vous allez vous occuper des salaires des agents de cette entreprise? Mais il faut payer. Au moment où je vous parle, j'ai écrit à mon collègue de finances qui a disposé une enveloppe de 400 000 $. Nous sommes en train de payer. Parlons aussi des routes, les routes qui ne parlent pas, les routes congolaises ne parlent pas à l'origine de tous ces accidents qui sont occasionnés par-ci par-là. Vous avez pris des dispositions par rapport à cela? À l'origine des accidents, ce ne sont pas les routes, ce sont les chauffeurs. C'est l'incivisme de nos conducteurs. S'agissant des routes qui doivent parler, mais je crois que depuis mon avènement dans ce ministère, je ne suis pas en train de faire mon bilan, mais la réalité, elle est là, l'évidence est là. Regardez les routes de la ville de Kinshasa. J'ai lancé l'opération de placement de 1000 panneaux de signalisation au mois de décembre. Regardez le tronçon qui va de le rond-point ex-Mandela, remonter, Palais de la Nation, monter, vous descendez, Pullman, descendez. Il y a des marquages au sol qui sont en train d'être faits. Regardez Bonjiba, là, il y a des marquages. Regardez devant les camps, Cité de l'Oya, il y a des pour ne citer que cela. Donc pour dire que nous avons décidé de débloquer ce travail-là qui avait été bloqué. Je donne ces indications-là là où ça n'a jamais été fait, pour que vous voyez. Parce que sur le boulevard du 30 juin, je ne parlerai pas. Au moment où nous parlons, on est en train de faire ces marquages au sol. Permis de conduire, c'est pour quand? Permis de conduire, je l'ai dit et je ne sais de le répéter, permis de conduire, c'est pour bientôt. Le ministère des Transports et la République démocratique du Congo sont prêts pour le permis de conduire. Mais, je le répète, je l'ai dit et je le redirai jamais assez. Le gouvernement a voulu que nous ayons dans ces pays un numéro d'identifiant unique. Et le numéro d'identifiant unique est à produire par l'ONIP. Et nous sommes en train de formaliser ce numéro d'identifiant unique. Nous devons rester conformes aux instructions édictées par le chef et aux décisions du Conseil des ministres. Donc je ne peux pas émettre aujourd'hui des permis de conduire qui n'ont pas les numéros, sauf dérogation. Donc il faut attendre encore l'ONIP. On attend l'ONIP. Nous attendons l'ONIP, bien entendu. Entre-temps, vous avez déjà les prix mais c'est connu, ça permet aux gens de se préparer. Et ces permis-là, vous le savez, ne coûtent pas cher. Congo Airways, les avions arrivent quand? Congo Airways, le Congo Airways, les avions vont arriver. Un peu de patience parce qu'un des actionnaires majoritaires ont décidé d'augmenter le capital social de l'entreprise. Nonobstant les faits qui doivent être mis à la disposition de Congo Airways par l'actionnaire unique. Juste question de procédures, juste question de jours, les avions seront là. Congo Airways va vivre. Avant la campagne électorale, les avions seront... C'est ça notre souhait. Nous voulons aller en campagne avec les avions Congo Airways. Mais j'avais rappelé que les contrats de leasing, ce sont des contrats qui ont des validités, il faut les renouveler. Il y a des conditions, je ne voudrais pas rentrer, mais notez seulement que Congo Airways dispose de moyens. Combien d'aéroports construits déjà? Les aéroports, moi je suis heureux que vous posiez la question sur les aéroports. Je ne sais pas si dans ces pays on s'est occupé des aéroports comme le fait le gouvernement Sama sous l'impulsion du président de la République, je ne sais pas. On est en train de réhabiliter l'aéroport de Mbujimaï, on est en train de réhabiliter l'aéroport de Kananga, on est en train de réhabiliter l'aéroport de Bamboka à Kisangani. Je crois que ça va vraiment concurrencer avec l'aéroport de Kolwezi. Il y a l'aéroport de Bunia. Nous avons Boende. J'ai reçu des partenaires d'une firme avec qui nous sommes en train de travailler sur le projet
de réhabilitation de l'aéroport de Gbadolite et de Mbandaka, ils sont là. J'ai reçu les manifestations d'intérêt pour l'aéroport d'Ntchipe dans le Congo central et même pour Mwanda. Je crois qu'il y a l'aéroport de Kindu. J'ai signé un contrat et les contrats sont approuvés pour la construction de l'aéroport de Lodja et même pour l'aéroport de Kavumu. Et l'aéroport de Ndjili? L'aéroport de Ndjili, je suis en négociation avec un partenaire qui n'est plus un secret, le partenaire Milvest. Parlons un peu de l'aéroport de Ndjili. On a parlé de millions de convenants. De 300 millions de dollars qui avaient déjà été débloqués par ici. En tout cas, ce n'est pas le régime Tshisekedi. Le régime Tshisekedi est venu épargner la République d'une dette. Voilà pourquoi, sous les instructions du chef de l'État, je suis dans des discussions directes avec un partenaire qui est déjà connu, le partenaire Milvest, qui est prêt à nous construire cet aéroport-là. Un Turc, bien entendu, qui est prêt à nous construire cet aéroport-là en BOT, avec une enveloppe estimée à près d'1,2 milliard à mettre là-dedans. Et je crois que si tout va pour le mieux, la semaine prochaine, je m'envole pour Paris pour discuter davantage sur c'est une convention de collaboration qu'il faut rédiger à cet effet. Je rappelle que notre invité, c'est le ministre des Transports de Communication, Maître Marc Ekila. Maître Marc Ekila avec vous. Nous allons suivre le panel de la ménagère avec Biro Matanda. À un mois de la fin de l'année, les denrées alimentaires de première nécessité, plus particulièrement les vivres frais, se font rares. Nous savons tous que ce qui est rare est cher. Cette énoncière d'une chambre froide située au grand marché de Kinshasa vient confirmer cet adage. Il y a rareté des vivres frais sur le marché. À l'exemple de poisson chinchard 25+, la viande a augmenté des prix, les cuisses également. Tout a grimpé. Un carton de poisson chinchard 25+ revient aujourd'hui à 98 $ américains. Il était à 88 $. Il y a un ajout de 10 $, c'est beaucoup en commerce. Le poulet Wilkie qu'on achetait à 45 $ américains, il est aujourd'hui à 48 $ le carton. Un carton de cuisses de poulet est à 21 $, il était à 18 $ américains. Les poissons rouges ne se font même pas voir. Les tripes sont maintenant à 24 $. Le prix d'achat, il était à 20 $ américains. Tout a bougé. Les cotises sont à 40 $ le carton. Les poissons salés sont à 65 $. On a acheté le carton à 58 $ américains. Les poulets non emballés coûtent aujourd'hui 26 voire 27 $ américains. Nous vendons la pièce à 12 voire 10 000 francs congolais. Au marché Apollo où nous nous sommes rendus, nous avons constaté que les poissons fumés sont vendus de la manière suivante. Un tas de poissons mungusu varie entre 30 et 100 000 francs congolais. Celui de Nzombo revient à 50 voire 100 000 francs congolais. Celui de Mboto varie entre 60 et 100 000 francs. Dans ce même marché, on vend une mesurette ou écolo des frétins à 22 000 francs congolais. Celle de Chéni coûte 18 000 francs. Un sac de riz de 25 kg coûte 66 000 francs. Celui de la semoule de 25 kg est à 48 000 francs, voire 52 000 francs, c'est selon la marque. Un sac d'écossaises de manioc varie entre 70 et 130 000 francs congolais. La mesurette Ousso revient à 18 000 francs. Un sac de maïs varie entre 100 et 180 000 francs congolais. La mesurette ou écolo varie entre 1500 et 3500 francs congolais. Un sac de farine de froment est à 105 000 francs congolais et la mesurette ou écolo est à 3500 voire 4500 francs congolais. Un sac d'haricots coûte 170 $ américains et la mesurette varie entre 2500 et 3500 francs congolais. Un tas de bananes plantains coûte 3 000, 5 000 ou 10 000 francs congolais. Un kilo de pommes de terre revient à 5 500 francs congolais au grand marché de Kinshasa. Un bidon d'huile de palme de 5 litres coûte 18 voire 20 000 francs congolais. Celui d'huile végétale de 5 litres varie entre 24 et 30 000 francs. Un filet d'ail revient à 65 000 francs. Il était à 45 000 francs congolais. Un tas de tomates se vend à partir de 500 francs congolais. Un plateau d'œufs coûte 15 000 francs. Un sachet de sucre revient aussi à 15 000 francs congolais. Un sac de braise varie entre 38 et 50 000 francs congolais. Merci Biro Matanda, on se retrouve la semaine prochaine avec vos différentes rubriques. Alors, Maître Marc Ekila, rapidement quelques questions avant de nous quitter. L'argent du GOPAS devait en principe servir à la réhabilitation ou construction des aéroports. Il sert à quoi finalement apparemment cet argent? Lorsque le régime Tshisekedi est arrivé, il a trouvé que l'argent de GOPAS a déjà été nanti jusqu'en 2033. Moi, je suis en train, sur ma table, je suis en train de retravailler un arrêté devant régir l'argent de GOPAS sur ma table.
Et donc, je suis en train de... Mais qu'à cela ne tienne, l'agent de Gopas a quand même fait Goma. Mais Goma, c'est un aéroport qui a été en pleine modernisation, l'aéroport de Goma. L'aéroport de Luano, là, nous avons 55 aéroports, dont 4 nationaux. Aucun n'a été certifié. Il a fallu attendre le régime Tshisekedi pour que dans ces pays, l'on puisse parler de la certification des aéroports. Au moment où nous vous parlons, ces travaux-là ont commencé. Allez à l'aéroport de Luano à Lubumbashi, vous allez trouver, on est en train de mettre tout ce qui concourt à la certification d'un aéroport. L'agent de Gopas, qu'à cela ne tienne... C'est combien à peu près? Les chiffres sont divers. Je tarde d'abord à signer cet arrêté-là parce que je dois avoir les chiffres exacts. Quand on parle de Gopas, il y a quelque chose que je dis toujours. Vérifiez, Eric, les Congolais ne voyagent pas. Il n'y a qu'en 2018 que nous avons atteint 1 million de passagers. Les autres années, nous sommes à 200 000, 400 000, 800 000 quand c'est plus élevé. Par rapport à Logefrem, le DG de Logefrem siège à Congo Airways. Et vous avez, semble-t-il, violé la loi en maintenant ce DG qui devait partir. Mais qui a violé la loi? Parce que moi, j'ai noté une seule chose. Et noté à l'intention de ceux-là qui ont inutilement entretenu ces débats-là. Tout à l'heure, je viens de vous dire qu'il y a un des actionnaires de Congo Airways qui a mis la main dans la poche. Vous voulez que je cite cet actionnaire-là? Il s'appelle SNCS. Congo Airways a 5 actionnaires. La République, l'AMIBA, l'OGEFREM, l'UNSS, l'ONATRA et la RVA, ainsi que les employeurs. Et l'article 15 des statuts portant création de Congo Airways dit que les actionnaires physiques, personnes physiques ou morales, sont membres du conseil d'administration. Au moment où je parle, pourquoi il doit y avoir débat seulement autour du DG de l'OGEFREM? Je pose clairement la question. Et je m'assume. Au moment où nous parlons, le DG de l'ONATRA, il est membre du conseil d'administration de l'OGEFREM. Pourquoi ça ne pose pas problème? Le DG de la CNCS, il est membre du conseil d'administration du Congo Airways. Pourquoi ça ne pose pas problème? Donc il n'y a pas de violation de la loi. DGA du FPI, qui est également actionnaire au Congo Airways. Pourquoi ça ne pose pas problème? Notez que toute personne qui sera DG de l'OGEFREM, de la CNCS, du FPI, de l'AMIBA, sera membre du conseil d'administration du Congo Airways. Que ça soit noté. Merci, monsieur. Et puis, un administrateur, c'est un passif. Merci, monsieur le ministre, d'avoir répondu à l'invitation de l'économie. Vous serez candidat député ou... Je suis candidat député national. Pas provincial? National. Vous serez à Kinshasa ou en province? Je suis l'unique membre du gouvernement ressortissant de la province actuelle de l'Équateur. Donc, je vais défendre Félix Antoine Tshisekedi dans mon territoire de Bassan-Koussou, dans ma province de l'Équateur. Vous avez peur de Kinshasa parce que Kinshasa, c'est corsé, il y a trop de... Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. J'ai décidé d'honorer Tshisekedi qui m'a honoré. Imaginez-vous dans cette grande province de l'Équateur, quand je dis Équateur, c'est-à-dire dans son format actuel. Je ne parle pas du Grand Équateur. Je rappelle que notre invité, c'était le ministre des Transports, Maître Marc Ekila. Merci d'avoir répondu à l'invitation du Jeudi Économie. Merci à Miguel Mena, le réalisateur. Merci à vous, chers auditeurs. Vous pourrez suivre cette émission sur notre page Facebook, Jeudi Économie avec Eric Ombago. À très bientôt.